Avez-vous quelque chose de pointu? Non, je veux dire un crayon. Avez-vous un crayon? S'il vous plaît, donnez-le-moi. Je dois sauver cet homme. Le temps presse. Aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Un homme d'âge mûr s'effondre soudainement, crachant du sang. Les agents de sécurité cherchent frénétiquement un médecin, mais personne ne se manifeste. C'est alors qu'une jeune femme aux traits asiatiques, tirant une valise, se précipite. Ce qu'elle demande n'est pas l'équipement médical le plus sophistiqué, mais un simple crayon. Les gens sont perplexes. Que peut-on bien faire avec un crayon? Mais ce qui allait suivre était un miracle que personne n'aurait pu anticiper. Je m'appelle Amélie Dubois. Ce jour-là, dans le hall des départs de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, je serrais une dernière fois ma grand-mère dans mes bras. Ses mains ridées agrippaient fermement mes épaules. Paris est bien plus froid qu'on ne l'imagine, ma chérie. Peu importe ton intelligence, ces gens-là ne donnent pas facilement leur chance à ceux qui ne viennent pas de leur monde. Mais dans mon esprit, je dessinais déjà les scènes de mes rêves. Moi, en blouse blanche, sauvant des patients en salle d'opération. Moi, développant de nouvelles technologies aux côtés des meilleures équipes médicales du monde. Ne t'inquiète pas, grand-mère, je reviendrai en ayant réussi. Diplômé précoce de la faculté de médecine Lyon-Est, les gens autour de moi ne comprenaient pas vraiment mes véritables ambitions, me considérant simplement comme une enfant douée pour les études. Je n'avais jamais vraiment cherché à exposer mes pensées les plus profondes. En passant le contrôle de sécurité, je touchais la trousse à crayons dans mon sac. Ces crayons qui m'accompagnaient depuis l'enfance. Tandis que les autres enfants jouaient avec des jouets, je passais mon temps à dessiner ou à écrire avec mes crayons. Bien qu'ils fussent des objets ordinaires, pour moi, ils étaient comme des compagnons fiables. Après quelques heures de TGV, j'arrivais à Paris. Dans la longue file d'attente pour récupérer mes bagages à la gare de Lyon, j'observais les alentours, des gens parlant toutes sortes de langues, le personnel de la gare affairée et d'autres passagers qui, comme moi, semblaient animés d'un mélange d'excitation et de nervosité. Mon tour arriva enfin. Je présentai mon billet et l'agent me posa quelques questions de routine. « D'où venez-vous? Que faites-vous à Paris? Pour combien de temps ?» Je répondis clairement en français, expliquant que j'étais venu pour intégrer un prestigieux programme à l'Institut d'innovation biomédicale de Paris et que mon rêve était de devenir une chirurgienne d'exception. L'agent hocha la tête et me rendit mes documents. Ça y est, j'étais vraiment à Paris. Mon cœur était rempli d'attente. Sur le chemin de la sortie, ayant soif, je m'arrêtai devant un distributeur automatique. Alors que j'insérais des pièces pour acheter une bouteille d'eau, un bruit sourd retentit derrière moi. « Est-ce que cet homme va bien ?» Je me retournai. Un homme d'âge mûr, assis sur un banc, se mit soudain à trembler avant de baisser la tête. Vêtu d'un costume élégant, son visage était blême et des sueurs froides perlaient sur son front. L'agitation commença à monter autour de lui. Quelqu'un lui demanda s'il allait bien, mais l'homme était incapable de répondre. La foule s'épaississait, la situation semblait grave. Au début, je me contentais d'observer. Après tout, je n'étais encore qu'une étudiante. Nous étions à Paris, des professionnels allaient sûrement arriver rapidement. Mais le temps passait, et aucune équipe médicale n'apparaissait. L'état de l'homme semblait empirer. C'est alors qu'il se mit à cracher du sang. Les gens reculèrent, horrifiés. Quelqu'un cria « Y a-t-il un médecin? Un médecin ?» Les agents de sécurité de la gare accoururent, mais ils semblaient tout aussi désemparés. Ils avaient contacté le SAMU, mais l'ambulance mettrait du temps à arriver. Quelque chose commença à s'agiter en moi. Cette chose que j'avais gardée, cachée jusqu'à présent, que personne ne connaissait. Mais ce n'était pas encore le moment. Je restais là, serrant fermement mon sac. Le visage de l'homme devenait de plus en plus pâle. On voyait qu'il luttait pour respirer, comme si quelque chose obstruait sa gorge. Les voix autour de moi se firent plus pressantes. Que quelqu'un l'aide. Quand est-ce que les secours arrivent? Il va lui arriver quelque chose de grave. Mon cœur battait la chamade. Une situation que je n'avais vue que dans les livres se déroulait sous mes yeux. À en juger par ses symptômes, ce n'était pas un simple malaise ou une crise cardiaque. Le fait qu'il se touche constamment le cou et suffoque indiquait un problème au niveau des voies respiratoires. Mais j'hésitais encore. Je n'étais pas encore officiellement médecin. Et ici, c'est la France. Et si je faisais une erreur,
Si je me trompais, non seulement mon avenir, mais aussi la vie de cet homme serait en danger. Un des agents de sécurité parlait nerveusement dans son talkie-walkie. « Où en est le SAMU? L'état du patient est critique. » La réponse crépita. « Encore 10 minutes, 10 minutes. » Dans une situation pareille, 10 minutes, c'était une éternité. À cet instant, l'homme se griffa le cou avec encore plus de violence. Son visage était passé du blême au violacé. En le voyant, je compris que je ne pouvais plus hésiter. Toutes les connaissances et l'expérience que j'avais accumulées en secret commencèrent à refaire surface. Les théories apprises en dévorant des livres de médecine depuis mon enfance, les sciences de la vie avancée étudiées à Lyon, et tout ce que j'avais vu en regardant clandestinement des vidéos d'opérations chirurgicales. Je posais ma valise et m'avançais vers l'homme. Les gens me regardèrent avec méfiance. Une jeune femme asiatique sortant de nulle part, cela semblait étrange. « Attendez, mademoiselle, c'est dangereux, reculez !» tenta de me stopper un agent. Mais d'une voix ferme, je déclarai « Les voies respiratoires de ce monsieur sont obstruées. Si on ne pratique pas une intervention d'urgence immédiatement, il va mourir. » L'agent parut déconcerté. Il était difficile de croire qu'une si jeune femme puisse poser un diagnostic médical. « Vous êtes médecin? Non, mais je vois ce qui se passe. C'est une obstruction des voies aériennes. L'oxygène n'atteint plus son cerveau. » Ma voix était pleine d'assurance. Ce que je ne connaissais qu'en théorie devenait soudainement limpide dans son application pratique. L'état de l'homme s'aggrava, il semblait sur le point de perdre connaissance. Sa respiration était à peine audible. Je ne pouvais plus reculer. Si je n'agissais pas maintenant, il allait vraiment mourir. J'ouvris mon sac, en sortis ma trousse et choisis le crayon le plus taillé. Les gens autour de moi ne comprenaient pas. Mon Dieu, que fait-elle? Que peut-on faire avec un crayon? Mais ma décision était prise. Je commençais à palper le cou de l'homme, cherchant le bon endroit. L'espace entre le cartilage cricoïde et le cartilage thyroïde. C'était là. Ma main était étonnamment stable. Bien qu'il s'agisse d'une cricothyroïdotomie d'urgence que je n'avais étudiée qu'en théorie, je ne tremblais pas. Au contraire, tout me semblait parfaitement clair. « Reculez tous, s'il vous plaît, j'ai besoin d'espace. » Sous le ton assuré de ma voix, les gens s'écartèrent légèrement. Les agents de sécurité, sentant la gravité de la situation, décidèrent de me laisser faire. Après avoir localisé précisément l'endroit sur le cou de l'homme, je commençais à percer un petit trou avec le crayon. Un geste que j'avais vu d'innombrables fois en théorie, mais que je réalisais pour la première fois. Pourtant, ma technique était aussi précise que celle d'un médecin expérimenté. Quelques secondes plus tard, un mélange de liquide et d'air commença à s'échapper de la bouche de l'homme. Bientôt, sa respiration redevint régulière. Son visage cyanosé reprit lentement des couleurs. Les spectateurs laissèrent échapper des exclamations de stupeur. « Waouh, il respire! Comment est-ce possible? Cette jeune fille l'a vraiment sauvé. » L'homme ouvrit lentement les yeux. Il ne comprenait pas exactement ce qui s'était passé, mais il sentait qu'il était en vie. C'est à ce moment que l'équipe du SAMU arriva. Mais l'urgence était déjà passée. Les secouristes, voyant l'intervention que j'avais pratiquée, ne purent cacher leur stupéfaction. « Qui a fait ça ?» Un agent de sécurité me désigna. « C'est cette étudiante, elle vient de Lyon. » Les secouristes affichèrent une expression d'incrédulité. Qu'une étudiante puisse réaliser une cricothyroïdotomie d'urgence aussi parfaite, c'était insensé. Ce n'est qu'à ce moment que je commençais à sentir le poids de mon acte. Tous les regards étaient tournés vers moi. Les secouristes me posaient des questions. « Où avez-vous appris cette technique? Êtes-vous vraiment une étudiante? En médecine, je suppose ?» À cet instant, je réalisais que ma vie à Paris allait commencer de la manière la plus dramatique qui soit, une chose à laquelle je ne m'étais absolument pas attendu. Et comment cet événement allait changer ma vie, je ne pouvais pas encore le savoir. L'homme ayant repris pleinement conscience, la situation évolua rapidement. Alors que les secouristes s'apprêtaient à le mettre sur un brancard, il leva la main. « Attendez un instant. » Puis, se tournant vers moi, « C'est vous qui m'avez sauvé la vie ?» Je hochai la tête, un peu troublé. J'avais encore du mal à croire que j'avais vraiment sauvé quelqu'un. J'ai simplement fait ce qu'il fallait faire. L'homme me regarda attentivement, une profonde gratitude dans les yeux.
Puis-je connaître votre nom et vos coordonnées? Je dois absolument vous remercier. Je m'apprêtais à lui donner mes informations, mais il devait être transporté à l'hôpital. En partant, il me lança « Je suis Jean-Pierre Laurent. Nous devons nous revoir. Vous êtes mon ange gardien. » En entendant le nom « Laurent », l'expression de plusieurs personnes autour de nous changea. Quelqu'un murmura « Ne serait-ce pas le Laurent de Biosanté Innovation ?» On dirait bien, vu sa tenue. Je ne savais pas encore qui était Jean-Pierre Laurent, mais à en juger par les réactions, il s'agissait de quelqu'un de très connu. Une fois l'ambulance partie, le calme revint peu à peu dans la gare, mais quelques personnes restèrent autour de moi, commentant mon intervention. C'est incroyable. Une étudiante capable de faire ça. Elle doit être en fac de médecine ou déjà médecin. Gêné par toute cette attention, je voulais m'éclipser discrètement, mais un employé de la gare s'approcha. « Excusez-moi, pourriez-vous nous faire une brève déposition sur ce qui s'est passé? C'est pour la procédure de sécurité. » Je n'eus d'autre choix que de le suivre au bureau de la gare, où je dus expliquer en détail les événements, comment j'avais évalué la situation, pourquoi j'avais pu pratiquer cette intervention, où j'avais appris cette technique. Je répondis honnêtement que j'avais étudié la médecine à Lyon, que je connaissais cette procédure en théorie, mais que c'était la première fois que je l'appliquais sur un être humain. L'employé écoutait, stupéfait. Réaliser une intervention aussi parfaite en se basant uniquement sur la théorie, c'est incroyable. Savez-vous que cette affaire risque d'être médiatisée? Monsieur Jean-Pierre Laurent est une personnalité très en vue. Ce n'est qu'alors que je pris la mesure de la situation. Je n'avais pas seulement aidé quelqu'un, j'avais sauvé une personne célèbre. L'affaire risquait de devenir publique. Dans le taxi qui me conduisait à mon nouveau logement, je repensais aux événements de la journée. Jamais je n'aurais imaginé que mon premier jour à Paris se déroulerait ainsi et que je révélerais, sans le vouloir, mes capacités cachées. C'était surréaliste. En arrivant à mon studio et en défaisant mes bagages, mes sentiments étaient partagés. J'étais heureuse et fière, mais aussi un peu effrayée par l'inconnu qui m'attendait. Ce soir-là, j'appelais ma grand-mère. Avec le décalage, c'était déjà le lendemain matin à Lyon. « Grand-mère, je suis bien arrivée. » « C'est bien. » Rien de particulier? J'hésitais un instant. Devais-je lui raconter ce qui s'était passé? J'avais peur de l'inquiéter, mais je décidai finalement de tout lui dire. En fait, il s'est passé quelque chose d'assez spécial à la gare. Après lui avoir tout raconté, elle resta silencieuse un long moment, puis demanda prudemment « Tu es sûre que ça va? Tu n'auras pas de problème? » « Ne t'inquiète pas, grand-mère. Au contraire, c'est une bonne chose. » J'ai pu confirmer que j'étais capable d'aider les autres. Après avoir raccroché, je regardais par la fenêtre. Les lumières d'une ville inconnue scintillaient. Dès demain, ma vie d'étudiante commencerait officiellement. Mais le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des numéros inconnus. Après quelques appels, je compris, des journalistes. « Bonjour, ici Martin Johnson de BFM TV. Je souhaiterais vous interviewer au sujet de l'incident d'hier à la gare. » J'étais paniqué. La nouvelle s'était déjà répandue. « Je suis désolé, je n'ai rien de spécial à dire. J'ai juste fait ce que je devais faire. » Mais le journaliste insista. « Monsieur Jean-Pierre Laurent nous a contactés directement. Il a dit que vous lui aviez sauvé la vie et il tenait à ce que votre histoire soit connue. » Je compris alors que l'affaire allait prendre une ampleur bien plus grande que prévu. Si Jean-Pierre Laurent était vraiment si influent, mon histoire pouvait se propager très vite. Donnez-moi un peu de temps pour réfléchir. Après avoir raccroché, je cherchais Jean-Pierre Laurent sur Internet. Le résultat me laissa sans voix. Biosanté Innovation était l'une des plus grandes entreprises de technologie médicale de France, et Jean-Pierre Laurent en était le PDG. Je comprenais maintenant l'importance de la personne que j'avais sauvée, et je commençais à me demander quel impact cela aurait sur mon avenir. Cet après-midi-là, alors que j'assistais à la réunion d'information pour les nouveaux étudiants de l'Institut, un homme en costume vint à ma rencontre. Il se présenta comme l'assistant de Jean-Pierre Laurent. « Monsieur Laurent souhaiterait vous inviter à dîner. Il tient à vous exprimer sa gratitude en personne. » J'hésitais. C'était une invitation soudaine, et ce genre de situation me mettait mal à l'aise. Je songeais à refuser poliment. J'ai seulement fait mon devoir.
Mais l'assistant insista. Monsieur Laurent a une proposition spéciale à vous faire, une proposition concernant votre avenir. En entendant cela, mon cœur s'emballa. Mon avenir? Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire? Finalement, j'acceptai l'invitation, à la fois par curiosité et par envie de savoir ce que cet homme avait à me dire. Le soir, je retrouvai Jean-Pierre Laurent dans un restaurant chic. Il était complètement rétabli et m'accueillit avec un large sourire. « Je suis si heureux de vous revoir. C'est grâce à vous que je suis ici aujourd'hui. » Je répondis modestement. « Vous exagérez. J'ai simplement appliqué ce que j'avais appris. » Mon humilité sembla l'impressionner encore plus. C'est des gens comme vous qui sont de véritables soignants, si jeunes et pourtant avec une telle approche de la vie. Puis il en vint au fait. En réalité, j'aimerais vous faire une proposition. Voudriez-vous participer à un projet spécial que notre entreprise est en train de mener? La proposition de Jean-Pierre Laurent était plus concrète et plus attrayante que tout ce que j'aurais pu imaginer. Il me proposait de rejoindre le projet de développement d'une technologie médicale innovante chez Biosanté Innovation, et pas comme une simple stagiaire, mais comme membre de l'équipe de recherche principale. Au début, je n'osais y croire. Je n'étais qu'une étudiante. Participer à un projet majeur de la plus grande entreprise de technologie médicale de France, était-ce vraiment possible? Mais Jean-Pierre était sérieux. Mon jugement et ma capacité d'exécution à la gare, et surtout mon respect pour la vie, l'avaient profondément marqué. Le projet portait sur le développement d'un système médical d'urgence de nouvelle génération. L'objectif était de simplifier radicalement les équipements médicaux actuels, souvent complexes et lourds, pour créer un système que n'importe qui pourrait utiliser facilement en cas d'urgence. Tout comme vous l'avez démontré avec un simple crayon, dit-il. Parfois, l'outil le plus simple est le plus efficace. C'est la philosophie de ce projet. Après quelques jours de réflexion, j'acceptais. C'était une opportunité fascinante, mais qui comportait aussi une grande responsabilité. Cela différait de mon parcours académique initial, mais développer une technologie qui pourrait réellement aider les gens sur le terrain correspondait parfaitement à mon rêve. Une fois que j'eus rejoint le projet, mon quotidien changea radicalement. Les matinées étaient consacrées aux cours à l'Institut et les après-midi et soirées, je travaillais au centre de recherche de Biosanté Innovation. C'était physiquement épuisant, mais j'adorais chaque instant. Au début, les autres membres de l'équipe de recherche étaient sceptiques. Peu importe mon expérience particulière, une si jeune étudiante pouvait-elle vraiment apporter une contribution significative? Mais je ne tardais pas à briser leurs préjugés. Mes idées apportaient une perspective que les chercheurs établis n'avaient pas envisagée. Plutôt que de complexifier davantage des appareils médicaux déjà complexes, je revenais à l'essentiel, cherchant la méthode la plus fondamentale et la plus efficace. Exactement comme pour la cricothyroïdotomie avec un crayon. Ma contribution au développement d'un système de diagnostic d'urgence portable fut particulièrement remarquable. Je proposais une approche complètement différente pour un problème sur lequel l'équipe butait, en concevant un système que même une personne sans formation médicale pourrait utiliser facilement, tout en garantissant un diagnostic précis. Lorsque mon idée fut transformée en prototype et passa les premiers tests avec succès, toute l'équipe fut stupéfaite. Jean-Pierre Laurent me convoqua pour me féliciter et me fit savoir qu'il voulait me confier un rôle encore plus important. Cependant, mon ascension rapide ne plaisait pas à tout le monde. En particulier, Véronique Blanchard, la directrice adjointe de Biosanté Innovation, voyait ma présence d'un mauvais œil. Cadre dans l'entreprise depuis plus de 20 ans, elle ne supportait pas qu'une étudiante de province, d'origine vietnamienne de surcroît, attire autant l'attention. Son ressentiment dépassait la simple jalousie. Mon origine était un facteur aggravant pour ses préjugés. Dans ses conversations avec ses collègues, Véronique laissait souvent entendre que ces gens-là ne font qu'imiter la technologie occidentale. Pour elle, mon succès était une réalité inacceptable. Véronique commença à user de divers stratagèmes pour me freiner. Elle ignorait délibérément mes interventions en réunion ou ne mettait en avant que les points faibles de mes propositions. Mais mes compétences étaient telles que ces manœuvres ne faisaient que la rendre plus visible. La situation se compliqua avec l'attention médiatique.
L'incident de la gare avait été largement relayé, faisant de moi une célébrité du jour au lendemain. Les journaux télévisés nationaux racontaient mon histoire, et plusieurs talk-shows m'invitèrent. Les médias me présentèrent comme le prodige de Lyon, et le fait qu'une si jeune femme participe déjà à un projet clé d'une entreprise médicale de classe mondiale alimenta encore plus le buzz. Mes photos et interviews étaient partout. Cette attention était parfois pesante. Je voulais juste étudier et faire mes recherches, mais trop de gens m'observaient. Cependant, cette notoriété apportait aussi plus de soutien et d'opportunités à mes recherches. Mon succès fit également grand bruit à Lyon. Au début, beaucoup s'inquiétaient, mais une fois la vérité établie, toute la ville était fière. Ma grand-mère, voyant les nouvelles de sa petite fille à la télévision, pleura de joie. Ces nuits d'insomnie dues à l'inquiétude avaient laissé place à une immense fierté. Elle m'appela pour m'encourager et me soutenir. Mais derrière toute cette attention et ce succès se cachait un danger que j'ignorais. La jalousie et les préjugés de Véronique Blanchard commençaient à se transformer en actions plus concrètes. Elle cherchait un moyen de m'éliminer complètement. Elle se mit à surveiller de près mes recherches, prête à monter en épingle la moindre erreur. Elle cherchait aussi un moyen de s'approprier mes idées ou mes résultats de recherche. Je ne me doutais absolument pas de ce complot. Je continuais à me concentrer sur mes recherches avec un cœur pur. Mes relations avec mes collègues étaient globalement bonnes, et la confiance de Jean-Pierre Laurent restait intacte. Puis, un jour, une importante perte de données se produisit au laboratoire. Des données d'expérience cruciales que j'avais mis des semaines à collecter et à analyser disparurent soudainement du serveur. On pensa d'abord à une simple erreur système, mais les données restèrent introuvables malgré les tentatives de récupération. Pire encore, on commença à soupçonner une fuite vers l'extérieur. Une rumeur circula selon laquelle une entreprise concurrente avait publié des résultats de recherche similaires. Une enquête interne fut lancée, explorant la possibilité d'un acte de malveillance commis par un employé. J'étais abasourdi. Je ne pouvais pas avoir fait une chose pareille. Tout le monde devait le savoir. Pourquoi étais-je suspecté? Je ne comprenais pas. Mais les apparences étaient contre moi. Véronique ne manqua pas cette occasion. Elle commença à distiller insidieusement des doutes à mon sujet, soulignant mon origine provinciale et mes racines vietnamiennes, suggérant que j'aurais pu divulguer des informations pour le compte d'une entreprise étrangère. Le complot de Véronique était plus méthodique et bien pensé que je ne l'imaginais. Elle avait passé des années à tisser son réseau au sein de l'entreprise et l'utilisait maintenant pour me nuire. Profitant de l'incident de la fuite de données, Véronique lança une campagne de suspicion à mon encontre. Elle signala à l'équipe d'enquête des aspects suspects de mon comportement, le fait que je reste souvent seul au laboratoire tard le soir, que j'utilise fréquemment mon ordinateur portable personnel et que je contacte régulièrement ma famille à Lyon. Toutes ces habitudes, parfaitement anodines, furent présentées par Véronique comme des activités suspectes. Le fait que je sois d'origine vietnamienne amplifiait encore ses doutes. À mesure que l'enquête avançait, ma position devenait de plus en plus difficile. Le regard de mes collègues changea. Mes opinions en réunion n'étaient plus accueillies avec le même enthousiasme. Même Jean-Pierre Laurent semblait vouloir prendre ses distances jusqu'à ce que la situation soit clarifiée. Je sentais ce changement de manière aiguë. Ces mêmes personnes qui m'avaient accueilli et reconnu quelques semaines plus tôt me regardaient maintenant avec suspicion. Je savais que je n'avais rien fait de mal, mais je n'avais aucun moyen de le prouver. La situation empira quelques jours plus tard avec un nouvel incident de sécurité. On découvrit que les plans de conception du cœur du projet auquel je participais avaient été copiés sans autorisation, et l'historique de cette copie était lié à mon compte personnel. J'étais sous le choc. Je n'avais jamais copié ce fichier. Mais les journaux systèmes indiquaient clairement que mon compte avait été utilisé pour accéder et copier le fichier en question. Je protestais de mon innocence, mais face aux preuves matérielles, mes paroles sonnaient comme de simples excuses. Véronique saisit cette nouvelle opportunité. Elle convoqua une réunion d'urgence du conseil d'administration et exigea mon renvoi immédiat du projet et mon interdiction d'accès à l'entreprise.
Elle affirma que ma présence continue pourrait causer des dommages encore plus importants. Lors de la réunion, Jean-Pierre Laurent était tiraillé. Il voulait encore me faire confiance, mais il ne pouvait ignorer les intérêts et la sécurité de l'entreprise. Finalement, il décida de suspendre ma participation au projet jusqu'à nouvel ordre. L'annonce de cette décision fut un choc terrible. J'étais exclu du projet pour lequel je m'étais tant investi et pour quelque chose que je n'avais absolument pas commis. Je ressentais un mélange d'injustice, de colère et de profond désespoir. En quittant l'entreprise, je ne pus retenir mes larmes. J'avais l'impression que tous les efforts des derniers mois s'étaient effondrés en une nuit. Le regard de mes collègues était glacial. Certains m'évitaient même. Le plus douloureux fut la réaction des médias. La nouvelle de mon exclusion du projet fut rendue publique et les médias commencèrent une campagne de dénigrement. Ces mêmes journalistes qui m'avaient porté au nu quelques mois plus tôt écrivaient maintenant des articles diamétralement opposés. Ils se mirent à remettre en question mon passé. Avais-je vraiment des capacités aussi extraordinaires? Ou tout avait-il été exagéré, voire manipulé? Certains articles allèrent jusqu'à suggérer que l'incident de la gare était une mise en scène préméditée. Lire ces articles me plongea encore plus dans le désespoir. Même ma volonté sincère d'aider les gens était remise en cause. C'était insupportable. Les médias lyonnais couvrirent également l'affaire. Au début, beaucoup d'articles me défendaient, mais avec le temps, les critiques se firent plus nombreuses. Certains allèrent jusqu'à dire que je ternissais l'image de la ville. Je passais mes journées seul dans mon studio, en proie à une profonde détresse. Mon but en venant à Paris, étudier et faire de la recherche, semblait avoir perdu tout son sens. À l'Institut aussi, les regards avaient changé. Même les professeurs semblaient mal à l'aise en ma présence. Pendant plusieurs jours, je ne sortis presque pas de ma chambre. Je pensais appeler ma grand-mère, mais je ne savais pas comment lui expliquer la situation. L'idée de l'inquiétude et de la déception qu'elle ressentirait me pesait encore plus. Puis, une semaine plus tard, un soir, on frappa à ma porte. Il était tard. Je me demandais qui cela pouvait être, hésitant à ouvrir, craignant que ce soit des journalistes. Mais la voix qui résonna de l'autre côté de la porte était différente. Une jeune voix masculine. Il m'appela par mon nom et dit qu'il avait quelque chose d'important à me dire. J'ouvris prudemment la porte. Devant moi se tenait David Laurent, le fils de Jean-Pierre Laurent, considéré comme l'héritier de Biosanté Innovation. Je l'avais croisé plusieurs fois à l'entreprise, mais nous n'avions jamais parlé directement. Son expression était grave. Il me demanda s'il pouvait entrer pour discuter. Perplexe, je le fis entrer. Après un rapide coup d'œil à la pièce, il s'assit en face de moi et commença à parler. Ce que David me raconta était stupéfiant. L'état de santé de son père s'était de nouveau détérioré. Après avoir semblé complètement rétabli suite à mon intervention d'urgence, Jean-Pierre avait commencé à présenter d'autres symptômes graves. Et, chose encore plus surprenante, les meilleures équipes médicales de France étaient incapables de poser un diagnostic précis. Il avait consulté plusieurs hôpitaux, passé de nombreux examens, mais personne ne trouvait la cause de son mal, ni ne pouvait proposer de traitement efficace. Son état empirait de jour en jour. David me supplia de sauver son père une nouvelle fois. Il dit qu'ils avaient de nouveaux besoins de mon jugement et de ma capacité d'exécution extraordinaire, ceux que j'avais démontrés à la gare. Alors que tous les autres médecins avaient baissé les bras, j'étais leur seul espoir. En écoutant David, des émotions contradictoires m'envahirent. D'un côté, je voulais aider Jean-Pierre. De l'autre, étant donné ma situation actuelle, ce n'était pas une décision à prendre à la légère. Alors que j'avais été chassé de l'entreprise, était-ce vraiment sage de m'impliquer à nouveau avec la famille Laurent? Je n'en étais pas sûr. Mais en voyant le regard suppliant de David, mon cœur commença à fléchir. Face à la vie, tout le reste semblait dérisoire. La raison pour laquelle j'avais étudié la médecine et voulais devenir médecin, c'était précisément pour des moments comme celui-ci. David me demanda de prendre une journée pour réfléchir et de lui donner ma réponse. Il me laissa un dossier contenant les rapports médicaux détaillés de son père, afin que je puisse juger par moi-même. Après son départ, j'examinai attentivement les documents. Les symptômes de Jean-Pierre présentaient en effet un schéma atypique.
Les équipes médicales avaient dû passer à côté de quelque chose. Je passais la nuit à analyser les données, à consulter des ouvrages de médecine, à chercher des cas similaires et à évaluer les diagnostics et traitements possibles. Dans ce processus, je ressentis à nouveau mon amour profond pour la médecine. J'étais de plus en plus convaincu qu'il existait un indice crucial que les autres avaient manqué. Le schéma des symptômes suggérait non pas une simple récidive, mais plutôt qu'un problème fondamental lié à la première urgence n'avait pas été résolu. Je me concentrais particulièrement sur les symptômes respiratoires de Jean-Pierre. Après l'obstruction des voies aériennes à la gare, il semblait s'être complètement rétabli. Mais récemment, des problèmes similaires étaient réapparus, cette fois de manière chronique et non aiguë. Les équipes médicales s'étaient principalement concentrées sur des maladies cardiaques ou pulmonaires courantes, mais je soupçonnais un problème structurel plus profond. Cette intuition que j'avais ressentie lors de la première intervention refit surface. Après avoir synthétisé mon analyse, je contactai David. Si je pouvais examiner Jean-Pierre en personne, je pourrais être posé un diagnostic plus précis. David accepta immédiatement ma proposition et nous fixâmes un rendez-vous. Le lendemain après-midi, j'accompagnai David à la résidence privée de Jean-Pierre. Le fait qu'il soit soigné chez lui et non à l'hôpital témoignait de la gravité de la situation. Probablement parce que les hôpitaux n'avaient plus de solution à proposer. L'hôtel particulier de la famille Laurent était encore plus somptueux que je ne l'imaginais, mais l'atmosphère à l'intérieur était lourde. L'inquiétude et l'angoisse se lisaient sur les visages de la famille et du personnel. Je sentis à nouveau le poids des attentes placées en moi. Jean-Pierre était allongé dans son lit, dans sa chambre. Il semblait bien plus faible que lors de notre dernière rencontre. Son visage était pâle et même sa respiration paraissait difficile. Mais en me voyant, il esquissa un faible sourire de bienvenue. Je commençai à l'examiner avec précaution, me concentrant sur son cou et sa poitrine, auscultant sa respiration et vérifiant ses réflexes neurologiques par quelques tests simples. Ma conviction se renforça. Mon hypothèse était la bonne. Mon diagnostic était complètement différent de celui des autres équipes. Le problème de Jean-Pierre n'était ni cardiaque ni pulmonaire, mais une lésion structurelle minuscule au niveau du cou. La pression exercée lors de la première obstruction avait endommagé les tissus environnants, et avec le temps, cela avait provoqué des problèmes de plus en plus graves. Ce type de lésion était difficile à détecter avec des examens standards, surtout après la phase aiguë, car les symptômes apparaissaient progressivement et pouvaient être confondus avec d'autres maladies. Mais comme j'avais moi-même pratiqué la première intervention, je me souvenais précisément de l'état des lieux et avais pu envisager cette possibilité. Le problème était que le traitement d'une telle lésion était extrêmement délicat. La proximité de structures vitales rendait la chirurgie risquée et les traitements non chirurgicaux étaient limités. Mais je ne baissais pas les bras. Je savais qu'il devait y avoir une solution. Je passais plusieurs jours à faire des recherches intensives, épluchant les dernières publications médicales et analysant des cas similaires. Finalement, je trouvais une piste. Une technique de chirurgie mini-invasive récemment développée pourrait résoudre le problème de Jean-Pierre. Mais un obstacle majeur se dressait devant moi. Je n'étais pas encore officiellement médecin. Peu importe la perfection de la solution théorique que j'avais trouvée, je n'avais pas le droit d'opérer. Et étant donné ma situation actuelle, il était peu probable qu'une équipe médicale officielle accepte de collaborer avec moi. David comprit mon dilemme, mais il n'était pas question pour lui d'abandonner. La vie de son père était en jeu, et il était convaincu que j'étais la seule à détenir la solution. Il me promit de s'occuper des aspects légaux. Le plan de David était audacieux. La résidence Laurent disposait d'une installation médicale entièrement équipée au sous-sol, construite en raison des problèmes de santé récurrents de Jean-Pierre. Elle n'avait rien à envier à un bloc opératoire d'hôpital. David proposa d'y réaliser l'opération de manière non officielle. Cette proposition me plongea dans une profonde réflexion. En cas de succès, je sauverais la vie de Jean-Pierre. Mais en cas d'échec, j'endosserais toute la responsabilité et serais accusé d'exercice illégal de la médecine. Cependant, il était clair qu'il n'y avait pas d'autre option. Je pris ma décision. J'allais sauver Jean-Pierre.
J'avais le sentiment que toutes les épreuves et les malentendus que j'avais subis n'étaient qu'une préparation pour ce moment. La raison pour laquelle j'avais étudié la médecine et voulais devenir médecin, c'était précisément pour sauver des vies dans de telles situations. Les préparatifs de l'opération furent menés dans le plus grand secret. David rassembla une équipe médicale et l'équipement nécessaire, sous le prétexte officiel de soins à domicile pour son père. Je peaufinais le plan chirurgical, anticipant tous les scénarios possibles. La nuit précédant l'opération, je ne pus dormir. L'opération réussirait-elle? Étais-je vraiment capable d'assumer une si lourde responsabilité? L'angoisse me rongeait, mais en même temps, une étrange certitude m'habitait. La même intuition que lors de ma première intervention à la gare. Je caressais à nouveau ma trousse, ces crayons qui m'avaient accompagné depuis mon arrivée à Paris. Jamais je n'aurais imaginé qu'une histoire commencée avec un crayon me mènerait à une opération d'une telle envergure. Mais j'avais le sentiment que tout était lié par le destin. Le lendemain matin, l'opération commença. J'allais vivre les heures les plus intenses de ma vie. Entre le succès et l'échec, entre la vie et la mort, j'allais jouer mon va-tout. L'heure du combat avait sonné. Les lumières du bloc opératoire souterrain s'allumèrent. En enfilant ma tenue chirurgicale et en tenant le scalpel face à Jean-Pierre, je me sentis devenir une véritable médecin. Ce n'est pas l'âge ou un diplôme qui fait un médecin, mais la volonté de sauver une vie. Conscient de cela, ma main se mit en mouvement. Le moment crucial avait commencé. Dans l'air froid du bloc opératoire, ma main était étonnamment stable. Les premières minutes furent empreintes de tension, mais dès l'instant où je fis la première incision, tout devint clair. Comme un soliste sur scène, préparé depuis longtemps, tout mon savoir et mon intuition s'harmonisèrent parfaitement. En ouvrant délicatement le cou de Jean-Pierre, je pus confirmer que mon diagnostic était correct. La minuscule lésion causée par l'urgence des mois auparavant comprimait les tissus environnants. La raison pour laquelle les autres équipes n'avaient rien trouvé devint évidente. Cette lésion était indétectable, sans une perspective très spécifique. L'opération se révéla plus complexe que prévu. Les tissus endommagés étaient intimement liés à des vaisseaux sanguins et des nerfs importants. La moindre erreur pouvait avoir des conséquences fatales. Mais je procédais avec calme, étape par étape. Les gestes répétés d'innombrables fois en théorie s'appliquaient avec précision dans la réalité. Pendant ce temps, David attendait anxieusement à l'extérieur. Il voulait parfois vérifier ce qui se passait à l'intérieur, mais mon état de concentration totale semblait me couper du monde extérieur. En me voyant ainsi, David fut convaincu que son père avait fait le bon choix. Le moment le plus critique de l'opération arriva. Il fallait retirer les tissus endommagés et reconstruire la structure. Une erreur à ce stade pouvait endommager de façon permanente la fonction respiratoire de Jean-Pierre. Je fis une pause, respirant profondément. À cet instant, tous les moments de ma vie défilèrent dans mon esprit. Ma passion d'enfance pour la médecine, mes années d'études acharnées à Lyon, le jour où j'ai sauvé Jean-Pierre pour la première fois, et les semaines de désespoir que je venais de traverser. Tout cela n'était qu'une préparation pour ce moment. Je repris le scalpel, cette fois avec une assurance renouvelée, comme si je savais exactement ce que j'avais à faire. Mes mains se déplaçaient avec une précision et une délicatesse qui stupéfièrent les infirmières qui m'assistaient. Après plusieurs heures, l'opération fut enfin terminée. Ce n'est qu'après avoir posé le dernier point de suture que je réalisai que j'étais trempé de sueur. Ça avait été des heures d'une concentration mentale et physique extrême. Mais le résultat était parfait. Les tissus endommagés avaient été proprement réparés et la fonction respiratoire de Jean-Pierre allait pouvoir revenir à la normale. Juste après l'opération, Jean-Pierre était encore sous anesthésie, mais ses signes vitaux étaient stables. Sa respiration semblait déjà plus aisée. J'étais certaine que l'opération était un succès. Quelques heures plus tard, Jean-Pierre commença à reprendre conscience. La première chose qu'il sentit fut une respiration plus facile. La sensation d'étouffement et d'inconfort qui le tourmentait depuis des mois semblait avoir disparu. Il ouvrit les yeux et regarda autour de lui. J'étais à ses côtés, surveillant son état. Une fois qu'il fut complètement réveillé, je fis quelques tests simples. Réflexes neurologiques, fonction respiratoire,
voix. Tout était revenu à la normale. Jean-Pierre me regarda avec une expression de gratitude. Une reconnaissance inexprimable se lisait dans ses yeux. Je lui avais sauvé la vie une seconde fois, et cette fois-ci, alors que toutes les autres équipes médicales avaient échoué. David, voyant son père se rétablir, pleura de soulagement. Le fardeau de l'angoisse qui le pesait depuis des mois s'était enfin levé. Sa gratitude et son respect pour moi n'en furent que plus profonds. Cependant, le succès de l'opération ne résolvait pas tous les problèmes. Mon statut juridique restait précaire et des répercussions étaient à prévoir pour cette opération non officielle. Jean-Pierre et David devaient maintenant réfléchir à la manière de gérer ces questions. Quelques jours plus tard, une fois le rétablissement de Jean-Pierre confirmé, les choses commencèrent à changer radicalement. Il lança une enquête approfondie sur tout ce qui m'était arrivé, de la fuite de données à mon éviction de l'entreprise. Les résultats de l'enquête furent choquants. Des preuves furent découvertes montrant que Véronique Blanchard avait orchestré un complot minutieux pour m'éliminer. La fuite de données, l'incident de sécurité, tout avait été manigancé par elle. Elle avait piraté mon compte pour fabriquer de fausses preuves. Plus effarante encore, ses motivations allaient au-delà de la simple jalousie. Elle avait l'intention de s'approprier mes idées innovantes. Véronique prévoyait de me faire renvoyer pour ensuite publier mes résultats de recherche sous son propre nom. En apprenant cela, Jean-Pierre fut fou de rage. Il était impardonnable de piéger ainsi la personne qui lui avait sauvé la vie. Mais le détournement de technologies clés de l'entreprise était un problème encore plus grave. Il décida de licencier immédiatement Véronique et d'engager des poursuites judiciaires. Parallèlement, il entreprit de restaurer ma réputation en communiquant les faits exacts aux médias et en faisant savoir quel talent exceptionnel j'étais. Le succès de cette dernière opération serait la preuve irréfutable de mes compétences. Mais un problème subsistait. Le fait que j'ai opéré sans licence pouvait entraîner des complications juridiques encore plus grandes s'il était rendu public. Jean-Pierre et David devaient trouver une solution prudente. Finalement, ils choisirent de me créer une voie d'accès à une qualification médicale officielle. Utilisant l'influence de Jean-Pierre, ils firent en sorte qu'une opportunité exceptionnelle d'obtenir une licence de médecin me soit offerte. En apprenant cette nouvelle, des sentiments contradictoires m'envahirent. Bien sûr, devenir médecin était mon rêve, mais recevoir un traitement de faveur de cette manière me mettait mal à l'aise. Je voulais être reconnu pour mes compétences, par mes propres moyens, mais Jean-Pierre me persuada que ce n'était pas un traitement de faveur, mais une juste reconnaissance. Mes compétences et mes résultats avaient déjà été amplement prouvés. Il ne manquait que la procédure administrative. Il insista sur le fait que ce serait une plus grande perte pour le monde médical de passer à côté d'un talent comme le mien. Je passai plusieurs jours à réfléchir. La proposition de Jean-Pierre et David était certes séduisante, mais elle entrait en conflit avec mes valeurs. Je voulais être reconnu pour mes mérites, mais cette faveur spéciale correspondait-elle à la voie que je souhaitais suivre? C'est alors qu'une nouvelle incroyable tomba. L'Agence nationale de sécurité du médicament, ANSM, après examen de mon cas, décida de m'accorder une qualification médicale spéciale. Ce n'était pas dû à l'influence de Jean-Pierre, mais à une décision officielle reconnaissant que mes compétences médicales et mes résultats méritaient amplement d'être validés. Plus étonnante encore, mon histoire fit le tour du monde. Après avoir été suspecté et condamné, la révélation de la vérité me valut une attention et un respect encore plus grands. Je devins un modèle pour les jeunes étudiants en médecine. La Sorbonne, l'Institut Pasteur et même des universités comme Stanford ou Johns Hopkins me firent des offres d'admission avec des bourses complètes, reconnaissant mon potentiel. La réaction des médias changea du tout au tout. Ceux qui m'avaient critiqué quelques semaines plus tôt chantaient maintenant mes louanges. Mais ce revirement brutal me laissa un goût amer. Le fait que l'opinion publique puisse changer si facilement était troublant. Véronique Blanchard, une fois la vérité révélée, fut complètement évincée de Biosanté Innovation. Ses intrigues et manipulations furent exposées une à une, provoquant un choc au sein de l'entreprise. Plus grave encore,
Ces agissements eurent des répercussions sur d'autres projets de l'entreprise, semant le doute sur la crédibilité de plusieurs recherches qu'elle avait supervisées. Biosanté Innovation profita de cet événement pour réformer en profondeur son système interne. Pendant ce temps, à Lyon, mon histoire devint un sujet de conversation majeur. L'inquiétude initiale laissa place à une immense fierté nationale. Ma grand-mère, en apprenant la nouvelle, pleura de joie. Elle m'appela pour me féliciter et me soutenir. Mais mon cœur restait partagé. Bien sûr, j'étais heureuse que les malentendus soient dissipés et que ma valeur soit reconnue. Mais les blessures de cette épreuve ne se cicatriseraient pas facilement. J'avais pris conscience de la facilité avec laquelle les gens pouvaient nourrir des préjugés et de la facilité avec laquelle ils pouvaient les abandonner. Lors d'une conférence de presse, David annonça officiellement que je lui avais sauvé la vie à 2 reprises et souligna à quel point j'étais une professionnelle de la santé exceptionnelle. Il annonça également que Biosanté Innovation soutiendrait activement de jeunes talents comme moi à l'avenir. Il insista sur la nécessité de rejeter les préjugés liés à l'origine ou à l'âge, affirmant que j'étais la preuve vivante que le vrai talent et la passion n'ont rien à voir avec ces facteurs externes. Ces paroles eurent un grand écho dans la société française, suscitant un nouveau débat sur la diversité et l'inclusion. Face à tous ces honneurs et opportunités, ma décision surprit beaucoup de monde. Je refusai poliment toutes les offres des prestigieuses universités et annonçai mon intention de retourner à Lyon. Mon entourage ne comprenait pas. Pourquoi renoncer à une si belle opportunité? Jean-Pierre et David tentèrent de me convaincre, mais ma décision était prise. La raison de mon choix était claire. L'expérience de ces derniers mois m'avait fait comprendre ce que je voulais vraiment. Plus que la gloire ou un poste dans un grand hôpital parisien, je voulais être aux côtés des gens qui avaient réellement besoin d'aide. Pendant mes derniers jours à Paris, je repensais au chemin parcouru. De mon intervention à la gare jusqu'à aujourd'hui, tant de choses s'étaient passées. Succès et échecs, gloire et frustration, confiance et trahison, j'avais vécu un condensé de vie. Mais la leçon la plus importante concernait mon identité en tant que médecin. J'étais convaincu que je ne voulais pas être un médecin sous les feux des projecteurs, mais un médecin qui prend soin de ses patients en silence, là où on a besoin d'elle. Dans le TGV qui me ramenait à Lyon, je regardais par la fenêtre, pensive. Un nouveau départ m'attendait. Avec l'expérience et les connaissances acquises à Paris, je voulais faire quelque chose de vraiment significatif en France. Quelques mois plus tard, je travaillais dans un petit hôpital pour enfants dans une zone rurale du Massif central. Ce n'était ni prestigieux ni grand, mais pour moi, c'était l'endroit le plus précieux au monde. Ici, chaque jour, je soignais des enfants et apaisais l'inquiétude de leurs parents. Un jour, je posais un crayon sur mon bureau, le même genre de crayon que celui que j'avais utilisé pour sauver Jean-Pierre. Il avait maintenant une signification particulière pour moi. Il symbolisait le fait que même avec l'outil le plus simple, on peut sauver une vie, et que la véritable médecine ne vient pas d'un équipement sophistiqué, mais d'un cœur chaleureux. Les enfants qui venaient à l'hôpital étaient curieux. Comment une si jeune médecin pouvait-elle être si compétente? Pourquoi travaillait-elle dans un si petit hôpital? Je leur racontais toujours la même histoire. Je leur montrais mon crayon et leur disais « Même avec ce petit crayon, on peut sauver la vie de quelqu'un. Alors vous aussi, vous pouvez commencer par de petites choses pour réaliser de grands rêves. » En écoutant mon histoire, leurs yeux brillaient. Certains disaient vouloir devenir médecin. Mon histoire se propagea comme une légende. Celle de la jeune prodige de Lyon qui, avec un simple crayon, avait sauvé un homme, puis avait renoncé à la gloire pour retrouver le véritable sens de la médecine dans sa région. Mais ces jugements m'importaient peu. Le soir, après une longue journée de consultation, je montais sur le toit de l'hôpital pour regarder le ciel. Au loin, il y avait Paris, où tant de choses se passaient encore. Mais j'étais convaincu d'être ici, à cet instant, à l'endroit où je devais être. Je tenais toujours ce crayon dans ma main. Ce n'était plus un simple instrument d'écriture, mais le symbole de ma philosophie et de ma conviction, que des choses les plus simples et les plus fondamentales peuvent naître les plus grandes réalisations.
En regardant les étoiles, je me fis la promesse silencieuse de continuer à soigner chaque patient avec sincérité et de poursuivre ma route en tant que véritable médecin. L'âge n'est vraiment qu'un chiffre. Ce qui compte, c'est l'attitude face à la vie. Mon histoire, commencée avec un crayon, se terminait ainsi. En fin de compte, j'avais laissé derrière moi la gloire et les opportunités pour choisir la voie que je désirais vraiment. J'avais choisi un hôpital pour enfants tranquilles plutôt qu'une scène prestigieuse. La véritable médecine plutôt que la renommée. Aujourd'hui encore, je travaille dans ce petit hôpital, soignant des enfants jour après jour. Le crayon est toujours sur mon bureau, symbole de ma conviction. Mais les expériences passées ont laissé une marque profonde en moi. L'affrontement avec Véronique Blanchard et la douleur causée par son complot m'ont rendu plus mature et m'ont fait comprendre la complexité de la nature humaine. Un jour, un visiteur inattendu arriva à l'hôpital. C'était David Laurent. Il avait fait le voyage depuis Paris pour me voir. Il voulait savoir comment j'allais et me transmettre les salutations de son père. Mon père est en parfaite santé et c'est grâce à vous. David me donna des nouvelles de Paris. Biosanté Innovation avait prospéré depuis mon départ. Le projet auquel j'avais participé avait été un succès commercial. Le système de diagnostic d'urgence portable qu'ils avaient développé sauvait d'innombrables vies à travers le monde. Vos idées continuent de sauver des gens. Même si vous n'êtes plus là, votre esprit est toujours vivant. En entendant cela, je fus soulagé. Bien que j'ai choisi une autre voie, mes recherches aidaient toujours les gens, et c'était ce qui comptait. David me transmit également une proposition de son père. Si je le souhaitais, je serais toujours la bienvenue à Paris. Non seulement Biosanté Innovation, mais aussi de nombreux instituts de recherche et universités voulaient collaborer avec moi. Mais je refusais poliment. J'ai trouvé ma place, je suis heureuse ici. Aider ceux qui en ont vraiment besoin, il n'y a rien de plus gratifiant. David respecta mon choix. En vous voyant maintenant, je suis convaincu que vous avez pris la bonne décision. Vous êtes un vrai médecin, non pas à cause d'un diplôme ou de la renommée, mais parce que vous avez un cœur qui veut sauver des vies. Avant son retour, nous passâmes quelques jours ensemble. Je lui fis visiter l'hôpital et lui présenter les enfants que je soignais. En voyant le regard de ces enfants posé sur moi, David comprit pourquoi j'avais choisi cette voie. Dans les yeux de ces enfants, il y a de l'espoir. Vous créez de véritables miracles ici. Après le départ de David, mon quotidien reprit son cours. Mais sa visite m'avait confirmé que j'avais fait le bon choix. Un soir, je reçus un message inattendu. C'était Véronique Blanchard. Elle voulait me voir, me dire qu'elle avait quelque chose à me dire. J'hésitais longtemps. Revoir la personne qui m'avait piégé était difficile. Mais je décidai finalement de la rencontrer. Nous nous retrouvâmes dans un café à Clermont-Ferrand. Véronique semblait bien plus âgée. Sa vie avait complètement changé depuis son licenciement. « Je suis venu pour m'excuser », furent ses premiers mots. « J'ai fait quelque chose d'impardonnable. À cause d'une jalousie et de préjugés stupides, je vous ai fait du mal. » Elle m'expliqua en détail son état d'esprit de l'époque. La jalousie face à l'ascension d'une jeune femme d'origine asiatique, la peur de voir sa propre position menacée, et des préjugés raciaux profondément ancrés. Je sais que des excuses ne changeront rien, mais je voulais vous dire que je regrette profondément mes actes. Je l'écoutais en silence. Mentirais-je en disant que je n'étais pas en colère? Mais, en même temps, je pouvais comprendre son état d'esprit. La peur et l'insécurité peuvent parfois pousser les gens à faire de mauvais choix. Je vous pardonne, mes mots la surprirent. Mais cela ne veut pas dire que j'oublie ce qui s'est passé. Je refuse simplement de laisser la colère et le ressentiment emprisonner ma vie. Véronique se mit à pleurer. Elle dit que ma clémence la faisait se sentir encore plus honteuse, mais lui donnait aussi le courage de recommencer. Après cette rencontre, je sentis un poids se lever de mon cœur. Lui pardonner n'était pas pour elle, mais pour moi. Je ne voulais pas rester prisonnière des douleurs du passé. Un an plus tard, je travaillais dans un dispensaire rural encore plus isolé, en Lozère. L'endroit était plus petit et plus modeste que l'hôpital précédent, mais il y avait encore plus de gens dans le besoin. L'accès aux soins dans cette région était difficile. Je suis venu ici pour aider ces personnes oubliées.
Chaque jour, je faisais face à des situations difficiles, réalisant des interventions complexes avec un équipement rudimentaire, ou marchant des heures pour atteindre des hameaux isolés. Mais chaque fois que je voyais un patient retrouver la santé, je ressentais une immense satisfaction. C'était la vie de médecin que je voulais. Un jour, une petite fille fut amenée d'urgence au dispensaire. Elle s'était gravement blessée en jouant dans la montagne. Son état était critique. L'hôpital le plus proche était à des heures de route. Je devais l'opérer sur place. Comme à la gare, je ne disposais que d'outils de base, mais je n'hésitais pas. En prenant le scalpel, toutes mes connaissances et mon expérience refirent surface. L'opération fut un succès. La vie de la petite fille était sauvée. Ses parents me remercièrent en larmes. À cet instant, je repensais au jour où j'avais sauvé Jean-Pierre avec un crayon. Quel chemin j'avais parcouru depuis. J'étais maintenant convaincu que la véritable médecine ne réside pas dans l'équipement de pointe ou la technologie avancée, mais dans le cœur qui veut sauver et la volonté de ne jamais abandonner. Le soir, dans la cour du dispensaire, je contemplais le ciel étoilé. Sous la voûte céleste limpide, mon cœur s'apaisa. Je me souvins des paroles de ma grand-mère. « Amélie, le succès ne se mesure pas à la hauteur que tu atteins, mais au nombre de personnes que tu aides. » À l'époque, je n'avais pas entièrement saisi le sens de ces mots, mais maintenant, je comprenais parfaitement. Je sortis mon crayon et le regardai. Le voyage commencé avec ce petit objet m'avait fait traverser d'immenses changements. De l'étudiante lyonnaise à la chercheuse parisienne, j'avais connu la gloire et la frustration pour finalement retourner dans la France rurale. Chaque étape m'avait appris quelque chose de différent. La leçon la plus importante était la réflexion sur le vrai sens du métier de médecin. Un médecin n'existe pas pour la renommée ou l'argent, mais pour aider ceux qui en ont le plus besoin, là où ils en ont le plus besoin. Je reçois encore de nombreuses offres de l'étranger. Des hôpitaux et des instituts de recherche du monde entier me veulent, mais je les refuse toutes poliment. Ma place est ici, dans ce petit dispensaire, avec ces gens simples. Un jour, un jeune homme est venu au dispensaire, un étudiant en médecine de la Sorbonne. Il m'a dit qu'il avait entendu mon histoire et qu'il avait fait le voyage spécialement pour me rencontrer. Je veux devenir un médecin comme vous. Apprenez-moi ce qu'est la véritable médecine. En le regardant, je me suis revu, jeune, animé par la même passion pure. La véritable médecine est très simple, lui ai-je dit en lui montrant le crayon sur mon bureau. Comme ce crayon, l'outil le plus simple peut parfois accomplir les plus grands miracles. L'important n'est pas ce que tu possèdes, mais comment tu l'utilises. Le jeune homme m'écoutait attentivement, ses yeux brillant de la même lueur que les miens autrefois. Et le plus important, n'oublie jamais pourquoi tu as voulu devenir médecin. Pas pour la gloire ou le succès, mais pour sauver la personne qui souffre devant toi. Le jeune homme est resté 1 semaine au dispensaire. En me voyant soigner les patients, il a appris ce qu'était la véritable médecine. En partant, il m'a dit « J'ai compris ce qu'est un vrai médecin. Moi aussi, je serai un médecin qui peut faire des miracles avec un crayon. » En le regardant partir, j'ai souri. Mon expérience et mes connaissances pouvaient être transmises à la génération suivante. Il n'y avait rien de plus gratifiant. Plusieurs années ont passé. Je travaille toujours dans ce petit dispensaire, soignant des patients et formant de jeunes médecins. Parfois, je repense à mon séjour à Paris. La rencontre avec Jean-Pierre et David, le conflit avec Véronique, toute la gloire et les épreuves. Ces expériences sont devenues un trésor précieux qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Sans elles, je n'aurais pu être jamais trouvé qui j'étais vraiment. Le crayon est toujours sur mon bureau. Ce n'est plus seulement un crayon, mais le symbole de ma philosophie de vie. La conviction que même avec les outils les plus simples, on peut accomplir les plus grands miracles. La certitude que la vraie valeur ne réside pas dans l'apparat extérieur, mais dans la sincérité intérieure. Chaque fois que quelqu'un me demande le secret de ma réussite, je désigne ce crayon et je dis « Le secret est là. Pas besoin de choses complexes ou sophistiquées. Avec un cœur qui veut aider et une volonté qui n'abandonne jamais, n'importe qui peut faire des miracles. » Mon histoire, commencée avec un crayon, continue. Chaque patient que je soigne, chaque jeune que je forme, est un nouveau chapitre. Mon rêve est devenu réalité.
Non pas de devenir un médecin célèbre, mais un médecin qui peut vraiment aider les gens. Non pas sur une scène brillante, mais là où on a le plus besoin de moi. Aujourd'hui, un nouveau patient arrive au dispensaire. Je prends mon stéthoscope et me prépare pour une nouvelle journée. Dans mon cœur, l'esprit de ce crayon est toujours vivant. La conviction que de l'outil le plus simple peut naître le plus grand des miracles m'accompagnera toujours. C'est mon histoire. L'histoire d'une véritable vocation de médecin, commencée avec un crayon et poursuivie avec le cœur.